Vous vous attendez à ce que je parle? Non, Monsieur Bond, je m'attends à ce que vous mouriez. Cette simple réplique de Goldfinger a révolutionné le cinéma. Ce classique de 1964 n'a pas seulement défini James Bond, il a inventé le blockbuster moderne. Et aujourd'hui, nous levons le voile sur 60 ans de secrets à travers 20 anecdotes insolites que vous ignoriez probablement. Et une anecdote bonus à la fin qui me laisse encore sans voix. D'un méchant incapable de parler anglais à une chanson thème qui a failli coûter la vie à son interprète, en passant par un décor si réaliste qu'il a inquiété le gouvernement américain, voici l'histoire qui se cache derrière l'histoire. Le méchant qui ne parlait pas anglais. Voici un détail que la plupart des fans ignorent. Jeoba, l'homme qui a incarné Auric Goldfinger avec un charisme si terrifiant, ne parlait quasiment pas un mot d'anglais. Le producteur Cubby Broccoli avait repéré Froby dans le rôle d'un meurtrier d'enfants dans un thriller allemand intitulé It Happened in Broad Daylight et avait su qu'il avait trouvé son méchant. Mais lorsque le réalisateur Guy Hamilton rencontra Froby sur le plateau, il constata que l'acteur ne maîtrisait que quelques formules de politesse en anglais. Plutôt que de le remplacer, ils prirent une décision audacieuse. Froby apprit tous ses dialogues phonétiquement, articulant chaque mot sans le comprendre. Choisissez bien votre prochaine réplique, Monsieur Bond. Ce sera peut-être la dernière. L'intégralité de sa prestation fut ensuite doublée par l'acteur anglais Michael Collins. Hamilton conseilla à Frobo d'accélérer son débit pour que les mouvements des lèvres soient synchronisés. Le résultat est l'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, interprété par un homme qui n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Odd Job a été découvert dans une émission de catch. Trouver l'acteur pour incarner Odd Job, le sbire silencieux et terrifiant de Goldfinger, aurait pu être un véritable cauchemar. Au lieu de cela, le réalisateur Guy Hamilton a trouvé la perle rare en 5 minutes. Un soir, Hamilton alluma sa télévision et aperçut Harold Sakata, ancien médaillé d'argent olympique en haltérophilie, dans le rôle d'un méchant dans une émission de catch. La foule jouait Saka sans relâche, et Hamilton y vit exactement ce qu'il lui fallait. Une figure imposante physiquement, capable d'inspirer la crainte sans prononcer un mot. Sakata n'avait jamais joué la comédie auparavant, mais Hamilton s'inspira de son charisme naturel et de sa gestuelle singulière pour construire le personnage de A à Z. Chaque mimique d'Odd Job à l'écran était directement inspiré de Sakata lui-même. C'est un de ces heureux hasards de casting qui ne pourrait jamais se reproduire. Un véritable homme fort transformé en l'un des justiciers les plus mémorables du cinéma. La vengeance d'Odd Job était bien réelle. Quant à Sakura, son dévouement au rôle a failli lui coûter très cher. Lors du tournage de la scène de la mort d'Odd Job dans le coffre-fort de Fort Knox, où le personnage est électrocuté en tentant d'attraper son chapeau emblématique, Sakata s'est gravement brûlé la main sur l'accessoire. Le chapeau en métal était devenu brûlant pendant les effets spéciaux électriques de la scène. Mais voici ce qui a fait de Sakata une légende sur le plateau. Il a refusé de lâcher prise. Il s'accrocha au chapeau, endurant une douleur atroce, jusqu'à ce que le réalisateur Guy Hamilton crie enfin « Coupez !» Sakura ne voulait pas gâcher la prise. Un tel engagement est rare, quelle que soit l'époque du cinéma. Mais, pour un acteur débutant sur un plateau de James Bond en 1964, c'était tout simplement extraordinaire. La douleur que l'on voit sur son visage dans cette scène est parfaitement réelle. Le laser qui a tout changé. L'une des scènes les plus célèbres du cinéma. Bond, attaché à une table en or, un faisceau laser se rapprochant dangereusement de lui. Il a failli ne jamais exister. Dans le roman original d'Ian Fleming, l'arme était une scie circulaire. Au départ, les scénaristes avaient conservé la scie circulaire dans le scénario. Mais un membre de l'équipe de production réalisa qu'elle était devenue un cliché éculé, surutilisé dans les films d'aventure et les films d'abeilles. Ils la remplacèrent donc par quelque chose d'inédit pour le public. Un faisceau laser. En 1964, les lasers représentaient une technologie de pointe dont la plupart des spectateurs n'avaient qu'une vague idée.
L'effet a été obtenu grâce à une combinaison d'effets spéciaux et d'un montage astucieux. Ce simple choix créatif a transformé une scène de thriller classique en un moment véritablement novateur et a offert à la franchise James Bond l'une de ses images les plus emblématiques. Shirley Bassey a failli s'évanouir. Le thème de Goldfinger est sans doute le meilleur thème de James Bond jamais enregistré. Mais l'histoire de cette note finale légendaire est presque aussi dramatique que la chanson elle-même. Shirley Bassey a enregistré le morceau lors d'une session qui a duré toute la nuit, et le compositeur John Barry a exigé prise après prise, non pas à cause de la voix de Bassey, qui était époustouflante, mais à cause de problèmes techniques et d'erreurs d'orchestration. La véritable épreuve fut cette note finale interminable. Bassey l'atteint jusqu'à en devenir bleu, fixant Barry qui l'encourageait sans cesse à tenir encore une seconde. Entre les prises, elle se glissait derrière une cloison du studio et retirait son soutien-gorge pour pouvoir respirer. Lorsqu'elle parvint enfin à atteindre la note, elle faillit s'effondrer. Cette puissance brute, presque désespérée, que l'on entend à la fin du morceau, c'est le son d'une femme qui pousse son corps à l'extrême limite. Jimmy Page a participé à l'enregistrement. Voici un détail souvent ignoré, même des mélomanes les plus avertis. Parmi les musiciens de studio ayant enregistré le thème de Goldfinger figurait un jeune guitariste relativement inconnu du nom de Jimmy Page, des années avant qu'il ne forme Led Zeppelin et ne devienne l'un des musiciens de rock les plus influents de l'histoire. Vic Flick, le guitariste légendaire à l'origine du riff du thème de James Bond, assurait la partie solo sur ce morceau, tandis que Page apportait sa contribution à la guitare rythmique aux côtés de Big Jim Sullivan. Page se souvint plus tard avoir été stupéfaite lorsque Bassey arriva au studio et y livra sa voix puissante. C'est une rencontre remarquable entre deux cultures, l'univers de James Bond et l'avenir du rock and roll, réunis dans un même studio d'enregistrement, le même soir de 1964. Le producteur détestait le thème musical. Après que Shirley Bassey se soit investi corps et âme dans l'enregistrement du thème de Goldfinger, le producteur Harry Saltzman eut une réaction pour le moins inattendue. Il l'aurait qualifié de pire chanson qu'il ait jamais entendue, n'hésitant pas à employer quelques termes fleuris pour bien souligner son aversion. Saltzman avait apparemment envisagé de retirer complètement la chanson du film. Heureusement, son coproducteur Cubby Broccoli et le compositeur John Barry se sont battus pour la conserver. L'histoire, bien sûr, leur a donné raison. La chanson est devenue le seul titre de Bassey à figurer dans le Top 10 du Billboard Hot 100, atteignant la 8e place. L'album de la bande originale s'est classé numéro 1 et, en 2008, le single a été intronisé au Grammy Hall of Fame. Parfois, les meilleures décisions créatives sont celles qui ont failli ne jamais voir le jour. Si cette analyse approfondie de l'univers de Goldfinger vous plaît, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Nous avons déjà abordé Dr. No et Bones Bazir de Russie sur cette chaîne, ainsi que les premiers films de James Bond avec Daniel Craig, Pierce Brosnan et Roger Moore. Dites-nous en commentaire quel est votre premier film de James Bond préféré. Sean Connery n'a jamais mis les pieds en Amérique. Voilà qui surprend tout le monde. Bien que des scènes importantes se déroulent à Miami et dans le Kentucky, Sean Connery n'a en réalité jamais voyagé aux États-Unis pour le tournage de Goldfinger. Chaque scène où Bond semble se trouver en Amérique a été filmée au studio Pinewood, près de Londres, grâce à la rétroprojection et à des décors ingénieusement conçus. Un indice révélateur, pourtant évident, se cache même à la vue de tous, lorsque Bond actionne un interrupteur et découvre le corps doré de Jill Masterson. Il actionne l'interrupteur vers le bas pour l'allumer, comme au Royaume-Uni. Aux États-Unis, on actionne l'interrupteur vers le haut. C'est un détail infime qui a échappé au réalisateur, mais qui ravit les cinéphiles attentifs depuis des décennies, l'actrice peinte en or en couverture de Life. L'image de Shirley Eaton, entièrement recouverte de peinture dorée, est devenue l'une des plus emblématiques des années 1960. La séance photo a duré environ 90 minutes.
et Eaton n'a accepté le rôle qu'après avoir reçu l'assurance que la nudité serait traitée avec délicatesse. Le résultat fut si saisissant qu'il valut à Eaton la couverture du magazine Life en novembre 1964. Malgré un rôle relativement mineur dans le film, cette seule image a fait d'elle un phénomène culturel. Elle a également donné naissance à l'une des légendes urbaines les plus tenaces du cinéma, celle selon laquelle Eaton serait morte empoisonnée par la peinture dorée, car le corps a besoin de respirer par la peau. Ce mythe a circulé pendant des années, mais il est totalement faux. Eaton est bel et bien vivante. Vous ne pouvez pas vous suffoquer à cause de la peinture sur votre peau tant que vous pouvez respirer normalement par le nez et la bouche. Fort Knox était interdit d'accès. Les scènes culminantes à l'intérieur du coffre-fort de Fort Knox comptent parmi les moments les plus spectaculaires visuellement du film. Mais voilà le hic. Personne de l'équipe de production n'a jamais été autorisé à pénétrer dans le véritable Fort Knox. Le département du Trésor américain a catégoriquement refusé l'accès pour des raisons de sécurité. Le chef décorateur Ken Adam a donc construit l'intégralité de l'intérieur de toutes pièces au studio Pinewood, en s'appuyant sur des recherches approfondies et son imagination. Le décor était si convaincant qu'un agent de sécurité était posté 24 heures sur 24 pour protéger les lingots d'or factices contre tout vol. Et, coup de théâtre, le responsable de la sécurité de Fort Knox a envoyé plus tard une lettre personnelle à Adam pour féliciter l'équipe de la fidélité de leur reconstitution. Ils avaient parfaitement reproduit un bâtiment dans lequel ils n'avaient jamais mis les pieds. La voiture qui a failli ne jamais être une Aston Martin. L'Aston Martin DB5 est désormais indissociable de James Bond, mais elle a failli ne pas figurer dans le film. Dans le roman de Fleming, Bond conduit une Bentley. Les scénaristes ont d'abord conservé la Bentley, puis envisagé une Jaguar, une Ferrari et même une Alfa Romeo avant d'opter pour l'Aston Martin. Et voici le plus surprenant. Aston Martin était réticent à participer. Ils ont facturé la production pour les 2 voitures utilisées lors du tournage. Mais après le succès planétaire de Goldfinger et la promotion de la DB5 comme voiture la plus célèbre au monde, les ventes ont bondi de 50%. Dès lors, Aston Martin n'a plus jamais facturé de voiture aux producteurs de James Bond. Un seul film a transformé un partenariat hésitant en l'une des collaborations les plus durables du cinéma. La première perruque de Connery. Sean Connery a commencé à perdre ses cheveux à l'âge remarquablement jeune de 21 ans. Pour Dr No et Bons Baisirs de Russie, l'équipe de production a réussi à contourner sa calvitie naissante grâce à des angles de caméra et des coiffures astucieuses. Mais au moment du tournage de Goldfinger, ses cheveux étaient trop clairsemés pour être dissimulés. Goldfinger a marqué la première apparition de Connery avec une perruque dans le rôle de James Bond, une pratique qu'il a conservée jusqu'à la fin de son interprétation. C'est l'un de ces détails de tournage qui surprennent, car Connery paraissait toujours impeccable à l'écran. L'homme qui incarnait le charisme masculin au cinéma portait donc une perruque pour son 3e film de la saga, En avant. Le réalisateur qui a inventé la personnalité de Q. Desmond Llewellyn avait déjà incarné Kin dans Un amour de Russie. Mais le personnage n'a véritablement pris vie qu'avec Goldfinger, grâce à une mise en scène magistrale de Guy Hamilton. Llewellyn préparait la scène du laboratoire où Bond reçoit ses gadgets. Il comptait se lever respectueusement à l'entrée de Bond. Hamilton l'en empêcha aussitôt. Il demanda à Lublin de jouer la comédie comme si Q méprisait Bond, comme si ce dernier était un agent imprudent qui s'emparait de matériel coûteux, en faisait un mauvais usage et ne le rendait jamais. Cette simple instruction donna naissance à la dynamique iconique entre Q et Bond qui perdurerait pendant des décennies, incarnée par de nombreux acteurs à travers les époques. Chaque regard agacé, chaque soupir exaspéré de Q dans tous les films de James Bond depuis lors, trouve son origine directe dans ce moment sur le tournage de Goldfinger. Le passé nazi de Goldfinger. Le film a été interdit en Israël pendant plusieurs années après la révélation que Gert Frobe avait été membre du parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.
Froba lui-même avait de sérieuses réserves quant à une scène où Goldfinger utilise du gaz neurotoxique, craignant qu'elle n'évoque l'imagerie des camps de concentration compte tenu de sa nationalité allemande. L'interdiction resta en vigueur jusqu'à ce qu'une famille juive d'Allemagne prenne publiquement la parole pour rendre hommage à Froba. Ils ont révélé que, pendant la guerre, Froba les avait cachés et protégés des persécutions au péril de sa vie. L'interdiction a ensuite été levée. C'est l'une de ces histoires complexes et profondément humaines qui se cachent derrière la surface lisse d'un film d'espionnage glamour. Un rappel que, même dans le monde du divertissement, l'histoire réelle projette de longues ombres. À suivre, au fait, l'anecdote bonus à la fin est peut-être la plus étrange de toutes. Honor Blackman était la plus âgée des James Bond Girls. Elle avait 37 ans lorsqu'elle a été choisie pour incarner Galore dans My Name is Galore, ce qui faisait d'elle l'actrice la plus âgée à jouer le rôle principal d'une James Bond Girl à l'époque, un record qui a tenu pendant des décennies. Blackman a quitté son rôle principal dans la série britannique à succès Chapeau melon et bottes de cuir pour accepter ce rôle, apportant avec elle sa véritable formation en judo acquise sur le tournage. Cette dimension physique était essentielle au personnage, notamment dans la célèbre scène de la grange où elle projette Bond au sol. Le nom provocateur du personnage a failli provoquer un scandale lors de la tournée promotionnelle du film. Lors de sa participation à une conférence de presse, Blackman se serait présenté en prononçant le nom de son personnage d'un ton si impassible que les journalistes ne savaient pas s'ils devaient rire ou rougir. Le film a rentabilisé son budget en 2 semaines. Goldfinger a coûté environ 3 millions de dollars à produire, soit l'équivalent des budgets cumulés de Dr No et Bon Baiser de Russie. C'était un pari risqué pour les producteurs. Un pari qui s'est avéré payant. Le film a récupéré l'intégralité de son budget de production en seulement 2 semaines après sa sortie. Le film connut un tel succès que certains cinémas l'auraient projeté 24 heures sur 24 pour répondre à la demande. Le livre Guinness des records l'a reconnu comme le film ayant réalisé le plus rapidement les meilleures recettes de tous les temps à l'époque. Goldfinger n'a pas seulement connu le succès, il a créé un véritable phénomène culturel, transformant Bond, personnage de cinéma populaire, en icône mondiale. La James Bond Mania a véritablement commencé ici. Les plaques d'immatriculation rotative s'inspirent d'une contravention. L'arsenal de gadgets de l'Aston Martin DB5 est devenu légendaire. Mitrailleuse, siège éjectable, bouclier pare-balles, coupe-pneus. Mais l'une de ses idées les plus ingénieuses, les plaques d'immatriculation interchangeables, provient d'une source des plus banales. Le réalisateur Guy Hamilton avait récemment reçu une contravention qui l'avait particulièrement agacé. Cette irritation a fait germer une idée. Et si la voiture de Bond pouvait simplement changer de plaque pour éviter d'être repérée? La DB5 du film arbore 3 plaques différentes, française, suisse et britannique, permettant à Bond de se fondre parfaitement dans la masse d'un pays à l'autre. C'est un parfait exemple de la façon dont les détails les plus remarquables d'un film peuvent parfois naître des moments les plus ordinaires du quotidien. Ian Fleming visita les plateaux de tournage et mourut avant la première. Ian Fleming, le créateur de James Bond, visita le plateau de Goldfinger au studio Pinewood en avril 1964, lors des dernières étapes de la production. À cette époque, Fleming était en mauvaise santé, souffrant d'une maladie cardiaque aggravée par des années de tabagisme et d'alcoolisme. Il aurait pris plaisir à voir sa création prendre vie à une telle échelle. 4 mois plus tard seulement, en août 1964, Fleming décédait d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans. Il n'a jamais vu le film achevé. Goldfinger a été présenté en avant-première le 17 septembre 1964 au théâtre O'Donnell de Leicester Square, à Londres, quelques semaines seulement après la mort de Fleming. Ironie douce amère du sort, le film qui allait faire de son œuvre un phénomène mondial est arrivé trop tard pour que son créateur puisse en être témoin. Connery a appris le golf pour le rôle. La scène de golf entre Bond et Goldfinger est l'une des plus célèbres du film, un duel d'intelligence déguisé en spar de gentlemen.
Ce que beaucoup de fans ignorent, c'est que Sean Connery n'avait jamais joué au golf avant le tournage. Il a appris ce sport spécialement pour Goldfinger, s'entraînant intensivement au Stoke Pose Golf Club, où les scènes ont été tournées. Cette expérience l'a visiblement marqué. Connery est devenu un golfeur passionné pour le restant de sa vie, et ce sport est devenu l'un de ses passe-temps les plus connus. Le Stoke Pogus Club abrite désormais un bar sur le thème de James Bond, un hommage approprié à la scène qui a tout déclenché. Parfois, un film ne se contente pas de changer la carrière d'un acteur, il change sa vie. Nous avons déjà analysé en détail les premiers films de James Bond avec plusieurs autres acteurs ayant incarné Sept sur cette chaîne. Si vous ne les avez pas encore vus, consultez les liens dans la description et dites-nous en commentaire quelle époque de James Bond vous préférez. Le premier homme de main. Était-ce un vrai criminel? Dans la séquence originale de Goldfinger, avant le remontage, Bond affronte un homme de main nommé Capungo lors d'une bagarre spectaculaire dans une boîte de nuit. L'acteur initialement engagé pour le rôle n'a jamais pu se rendre sur le plateau car il a été arrêté pour cambriolage. Il s'agissait littéralement d'un cambrioleur dans la vraie vie, appréhendé avant même de pouvoir incarner un méchant à l'écran. Le cascadeur Alf Joint l'a remplacé au pied levé. Joint a été brûlé à la jambe par une spirale incandescente pendant le tournage de la scène, s'ajoutant ainsi à la liste des personnes réellement blessées lors du tournage de ce film. Entre la main brûlée de Sakata et sa jambe brûlée aux articulations, Goldfinger a peut-être été l'un des tournages de James Bond les plus éprouvants physiquement de tous les temps. Anecdote bonus. La chanson était presque plus large qu'un mile. Voilà, la voici. L'anecdote bonus que je vous ai teasée. Lorsque les paroliers Leslie Bricusse et Anthony Newley ont été sollicités pour écrire le thème de Goldfinger, ils se sont regardés, ont souri et ont chanté « Goldfinger, plus large qu'un mile ». Sur l'air de Moon River tiré de Breakfast at Tiffany's, la réaction du compositeur de Rainbow, John Barry, fut, semble-t-il, loin d'être amusée. Il rejeta immédiatement l'idée et insista pour quelque chose de plus sombre, de plus âpre et de plus dramatique. Son inspiration finale fut Mac the Knife, le classique menaçant du cabaret que le metteur en scène Guy Hamilton lui avait suggéré comme point de référence. Ce changement de cap nous a donné le thème flamboyant, audacieux et grandiose que nous connaissons aujourd'hui. Si Barry n'avait pas interrompu cette parodie de Moon River dès les 5 premières minutes, le thème de James Bond le plus emblématique de l'histoire aurait pu sonner comme une paisible promenade au bord de l'eau. Parfois, le génie tient à un échec. Goldfinger n'a pas seulement placé la barre plus haut pour James Bond. Il l'a construite, polie et sublimée. Du premier rayon laser au cinéma à la naissance du génie grognon de Q, de la voix finale haletante de Shirley Bassey à la menace phonétiquement apprise par cœur de Gert Froba, ce film a créé le modèle que tous les films de Bond ont suivi depuis. 60 ans plus tard, il n'a rien perdu de sa superbe. Non seulement comme un grand film d'espionnage, mais aussi comme l'un des films les plus divertissants jamais réalisés. Un petit défi pour vous. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, prouvez-le. Laissez un emoji lingot d'or en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Vous pensez qu'on va vous supplier? Non. On s'attend à ce que vous vous abonniez. Nous voulons connaître votre avis. Devrions-nous aborder Opération Tonnerre ensuite? Le 4e James Bond de Sean Connery, sorti en 1965? Et aimeriez-vous que nous traitions de l'ère James Bond avec Timothy Dalton? Dites-le nous dans les commentaires. Quel moment de Goldfinger vous donne encore des frissons? Quel James Bond devrions-nous analyser ensuite? Dites-le nous ci-dessous.